De la lutte contre l'isolement. On va modifier un peu des choses en attendant que Martine Vassal, présidente du département, et Jean-Marc Perrin, l'élu délégué aux personnes du bel âge, nous rejoignent. Je vous propose, avant de démarrer cette rencontre, de vous en rappeler des éléments d'organisation, des éléments de programme. Premièrement, vous avez eu la possibilité, pour ceux d'entre vous, pour une partie d'entre vous, vous avez eu la possibilité d'échanger, de rencontrer avec une vingtaine d'acteurs qui étaient installés dans le salon Louis Philibert à côté. Vous aurez l'occasion tout à l'heure dans la matinée, de nouveau, de pouvoir échanger avec ces 20 acteurs qui interviennent dans la lutte et dans l'accompagnement des personnes isolées. Vous aurez l'occasion de nouveau d'échanger avec eux tout à l'heure. En deuxième partie de matinée, nous aurons une pause qui permettra de reprendre cet échange. Cet échange est important, outre le fait qu'il vous permet de vous connaître et de vous rencontrer, ce qui constitue l'un des objectifs majeurs de cette journée. Il vous permet aussi de nourrir vos réflexions, vos connaissances, et ça permettra de faire vivre et de nourrir les ateliers de cet après-midi pour celles et ceux d'entre vous qui prendront part aux ateliers de cet après-midi. En fin de matinée, je vous en préciserai les éléments de fonctionnement et d'organisation. Au-delà de pouvoir échanger avec cette vingtaine d'acteurs et de partenaires présents au salon Louis Philibert, nous allons avoir ce matin, on va dire, 3 grandes séquences. Une première séquence d'orientation politique où la présidente du département, Martine Vassal, et Jean-Marc Perrin, délégué aux personnes âgées, finalement vont nous expliquer le pourquoi, le comment de ces premières assises départementale de lutte contre l'isolement, à quoi ça répond, à quelle stratégie, à quels enjeux, à quelle politique des personnes du bel âge et des personnes âgées ça répond au sein du département des Bouches-du-Rhône. Deuxièmement, nous aurons une séquence avec Manuel Pinto de l'association Petit Frères des Pauvres et ensuite avec Laure Vidal et Laurence Diderich Diop, respectivement de la Gamme et de l'Observatoire de Provence. Nous aurons, avec Manuel Pinto, nous aurons une forme de définition, en tout cas de quoi nous parlons, autour de quel objet nous nous réunissons aujourd'hui. Et quand je parle d'objet, je ne parle pas des personnes isolées, je parle de la question de l'isolement. Autour de quoi nous nous réunissons aujourd'hui et quel en est un peu le paysage au niveau national. Et puis avec mesdames Vidal et Diderich Diop, nous aurons une photographie, alors non, une photographie et un film, une photographie dynamique de ce qui se passe ici dans le département des Bouches-du-Rhône. C'est quoi les dynamiques à l'œuvre en matière de vieillissement et puis quels enjeux, quelles questions, quels besoins, qu'est-ce que ça détermine pour la suite. Après cette séquence, vous aurez la possibilité, pour ceux d'entre vous qui le voudront, d'échanger avec nos premiers intervenants ou de poser des questions, de partager une réflexion en lien avec ce qui aura été dit. Il sera temps à ce moment-là de faire une première pause où vous pourrez de nouveau aller échanger avec la vingtaine d'acteurs qui sont dans le salon, réunis dans le salon Louis Philibert. Nous nous retrouverons ensuite ici pour la deuxième et dernière partie de matinée où nous retrouverons cette fois-ci la professeure Sylvie Bonin-Guillaume qui viendra, peut-être qui complétera un peu des éléments de définition, des éléments de ce que nous aurons vu sur les notions de solitude, d'isolement, enfin sur tous ces sujets-là, surtout qui viendra nous parler des impacts sur la santé physique, sur la santé mentale, des questions de l'isolement pour les personnes âgées, et puis qui posera des éléments de perspective qui seront prolongés. Nous retrouverons Monsieur Manuel Pinto, éléments de perspective qui seront prolongés par la présentation des préconisations formulées par l'association Petit Frères des Pauvres pour mieux lutter contre l'isolement des personnes âgées. Nous aurons fini notre matinée, j'ai fini mon propos, et donc il est donc temps, si j'ai bien compris, d'accueillir Martine Vassal, président du département des Bouches-du-Rhône, et Jean-Marc Perrin, conseiller départemental délégué aux personnes du bel âge. Martine Vassal, bonjour. J'allais dire, on ne pouvait pas avoir un timing mieux calé que ça, non pas parce que je viens juste de finir mon propos, mais parce que on ouvre, et vous ouvrez aujourd'hui ces premières assises départementales de la lutte contre l'isolement, vous les ouvrez au même moment où se réenvisage, se remet au cœur de l'actualité au niveau national des réflexions, des discussions sur des lois grand âge. Nous sommes, je crois, précisément au cœur du sujet. Martine Vassal, Madame la Présidente, il vous appartient d'ouvrir ces premières assises départementales de la lutte contre l'isolement. Merci pour ces mots introductifs. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir ici au sein du Conseil départemental pour ces premières assises. C'est une idée de M. Perrin. Je pense que c'est une excellente idée. Je tenais à le féliciter.
de pouvoir aujourd'hui voir l'ensemble des acteurs sur les personnes qui sont, pour essayer de lutter le plus possible contre l'isolement, parce que c'est vrai que l'isolement, ça touche beaucoup de personnes qui, pas obligatoirement toujours des personnes âgées d'ailleurs, ça peut être aussi des personnes de tout âge qui se retrouvent à un moment donné un peu isolées compte tenu des nouveaux modes de vie, des recompositions familiales, du fait que beaucoup de familles bien déménagent, donc les personnes après sont un peu seules. Et donc c'est une excellente idée, mon cher Jean-Marc, d'avoir organisé ces premières assises. Alors je crois que tu les as pas ouvertes au public cette fois-ci, mais je pense qu'après, la prochaine fois, peut-être que ça serait intéressant aussi de faire un temps, bien entendu, des acteurs, mais aussi peut-être un temps aussi avec le public, parce qu'on a effectivement cette préoccupation à cœur les uns et les autres. C'est notre compétence, nous sommes chefs de file dans l'organisation de tout ce qui est social, à partir de la naissance jusqu'à la fin de vie. Donc effectivement, c'était important que nous puissions prendre ceci à bras-le-corps. Ça tombe bien, puisque je sais que la ministre des Solidarités est en train de travailler sur le plan bien vieillir, j'allais dire mieux vieillir, mais surtout bien vieillir, parce que, bon, il y a eu des annonces qui ont été faites, je crois, hier, de mémoire, mais je pense qu'il va falloir qu'on travaille, et c'est une suggestion que je voulais vous faire ce matin, sur des propositions concrètes. Des propositions concrètes à faire passer à nos parlementaires, à faire passer à la ministre, parce que nous sommes des acteurs du bien vieillir ensemble, et nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, et nous devons effectivement la mettre au service des personnes qui ont besoin du conseil départemental. Je salue Madame Auré, la présidente de l'ES13, qui est là et qui aussi a son mot à dire sur le vieillissement. Alors elle c'est du côté loisir, hein, plutôt, donc, et pour pouvoir occuper les personnes qui sont à un certain âge, quoique ça commence très jeune, hein, ça commence à 55 ans, donc on est nombreux à être concernés dans la salle, hein, donc, enfin bon, passons, n'est-ce pas, Monsieur Perrin? Donc c'est vrai que cet isolement des personnes, elle est vraiment au cœur de nos préoccupations, comme je le disais en préambule. Nous avons essayé d'apporter certaines solutions avec les maisons du bel âge, donc 47 maisons qui sont ouvertes aujourd'hui. On a un projet de 50 maisons sur la totalité de notre mandat. L'idée, c'est quoi? C'est d'être un point d'accueil, un point de relais, d'être aussi à disposition des personnes qui ont aussi certaines difficultés pour faire les papiers, pour pouvoir faire leur déclaration d'impôt. Et donc nous avons décidé avec Jean-Marc et avec Valérie Garino, qui est en charge du handicap, d'ouvrir ces maisons aux personnes également en situation de handicap. Donc on a ouvert plusieurs, on commence à les ouvrir au fil de l'eau, puisqu'il faut qu'elles soient accessibles, bien entendu. Donc en général, elles sont pratiquement toutes accessibles, parce que ce sont des établissements qui accueillent du public, donc en général c'est plus facile, mais on les ouvre au fil de l'eau. Là, on en a inauguré une la dernière à Aubagne, qui est en plus, l'avantage, c'est que là, on a fait un pôle senior complet avec la commune. Donc quand les communes ont une certaine taille, eh bien la personne qui a une question à poser, eh bien elle est sur un même endroit, et elle peut particulièrement, et elle peut y travailler. En tout cas, moi ce matin, je voulais remercier aussi le monde associatif, parce que le monde associatif fait beaucoup. Vous savez que nous avons créé un ordre des bénévoles, et donc je pense que cet ordre des bénévoles, je pense que vous pourriez tous prétendre à avoir une médaille, parce que c'est vrai que consacrer du temps aux autres, c'est pas évident, surtout dans une société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où on s'aperçoit que de plus en plus de personnes sont, on va dire, individualistes, et donc on a vraiment besoin d'un investissement assez important au niveau des associations. Et puis après, on a besoin aussi de la reconnaissance des personnes qui vont à domicile pour essayer d'être aussi à leur écoute, puisqu'elles sont aussi un lien indispensable, sachant que la volonté de chacun, c'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, il faut qu'on mette tout en œuvre, c'est de rester un maximum chez soi le plus longtemps possible,
Parce que c'est là qu'on s'aperçoit que c'est là où on s'aperçoit que véritablement on a le plus de chances de pouvoir bien vieillir. En tout cas aujourd'hui l'isolement, c'est effectivement, je regardais mes chiffres, mais c'est 12% de nos aînés qui en souffrent. Ce chiffre, à mon avis, ne va pas diminuer, mais il va augmenter puisqu'on vieillit de plus en plus tard. Et donc automatiquement on crée de plus en plus éventuellement de problèmes. C'est la raison pour laquelle il faut impérativement pouvoir être aux côtés des personnes qui en ont besoin. En tout cas, l'idée de cette journée, c'est savoir comment on lutte contre l'isolement, quels sont les freins sur cet isolement et comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Lorsque nous avons été élus en 2021, nous sommes engagés pour créer la Maison de l'Autonomie. Donc cette Maison de l'Autonomie va voir le jour. Nous espérons qu'elle voit le jour d'ici, on nous dit fin 2024. Bon, on va dire 2025, ça sera plus raisonnable parce qu'on ne sait jamais avec les délais. Mais en tout cas, avec l'ensemble des élus, nous avons choisi le lieu. Donc maintenant, il faut que la maison se construise. L'idée, c'est d'avoir la totalité des intervenants au niveau notamment des aidants qui puissent être à cet endroit-là pour qu'il y ait un seul interlocuteur. Puisqu'aujourd'hui, nos services sociaux, donc, vous savez qu'ils sont à Arinques, le fameux immeuble entre les deux tours de la CMA-CGM. Nous avons, je ne sais pas si vous y êtes allé encore, parce qu'on vient de prendre, les fonctions ont été au fil de l'eau cette année, nous avons pris un nouveau bâtiment qui est juste en face, qui s'appelle Pixelia, qui est plus fonctionnel, qui répond plus aux normes environnementales aussi, parce que ça aussi c'est important. Mais la MDPH est toujours sur Arinques, c'est le seul élément qui reste encore sur place. Et l'idée, c'est effectivement de déménager la MDPH dans un endroit qui soit la maison de l'autonomie, pour que quand on fait une démarche, cette démarche, elle soit la plus efficace et la plus rapide possible. Grosse refonte aussi de la MDPH, je parle au nom de Valérie Garino, où on est en train d'informatiser les dispositifs, de vraiment changer la vision de la MDPH, parce que là aussi, c'est un vrai problème. Beaucoup de familles renoncent, beaucoup de personnes en situation de handicap renoncent, parce que les dossiers sont beaucoup trop longs à gérer. Donc là aussi, c'est une volonté de notre part d'être assez déterminé pour pouvoir aller de l'avant et continuer à aider ceux et celles qui en ont besoin, puisque c'est notre cœur de métier. En tout cas, je vais vous souhaiter de belles premières assises. Encore un grand merci. Je me permets également, si tu le permets, Jean-Marc, de remercier aussi l'ensemble de nos services qui travaillent dans la partie sociale et qui sont au quotidien en charge dans les maisons de la solidarité notamment, bien sûr je l'ai cité dans les maisons du bel âge, mais aussi dans les maisons de retraite, ou avec les assistants aussi de personnes qui sont à domicile. Donc c'est vraiment un pôle fondamental aux côtés des associations pour essayer d'aider au mieux possible à ce que cette fin de vie soit une belle fin de vie et non pas que ce soit une fin de vie galère. Donc nous continuerons dans ce sens. Vous pourrez compter sous notre soutien. Monsieur Perrin a pris cette délégation et je le remercie à bras le corps. Bon, il a eu une petite rupture de quelques semaines parce qu'il a voulu se faire mettre un genou tout neuf pour être encore bien plus efficace que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, Mme Moret, il va pouvoir revenir danser dans le Paso Doble à l'ES 13. En tout cas, son implication, ça fait plaisir d'avoir des élus qui sont vraiment impliqués au service des uns et des autres. En tout cas, c'était important de pouvoir avoir quelqu'un qui prenne ce problème à bras le corps. En tout cas, sachez que vous m'aurez à vos côtés. Je vous remercie pour avoir répondu aussi nombreux d'ailleurs à notre invitation, à votre invitation, monsieur le délégué, ce matin, et essayer de voir si on peut la prochaine fois, et c'est peut-être une des perspectives, faire un travail interne, parce que c'est important que les acteurs se voient entre eux, et puis peut-être aussi faire un salon contre l'isolement pour pouvoir essayer de voir comment on peut aider aussi les personnes à se renseigner. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. En tout cas, bonnes assises, bonnes premières assises. Merci à tous et à toutes.
En tout cas, vous l'avez dit, on a une situation démographique avec une population vieillissante et âgée qui va s'accroître. Et l'enjeu est de faire en sorte que cet accroissement de la population âgée ne soit pas synonyme d'un accroissement des isolements. Je crois que c'est l'un des enjeux. Vous avez évoqué plusieurs objectifs à cette journée, échanger, partager, se connaître. Vous en avez évoqué un autre, être force de proposition dans le cadre des discussions qui se jouent en ce moment. Donc finalement, l'invitation, je vous invite à saisir au bon l'invitation qui vous est donnée ce matin. Avant que vous partiez, Madame la Présidente, et avant de vous donner la parole, Monsieur Perrin, je voudrais que nos intervenants viennent nous rejoindre à la tribune. J'appelle dans l'ordre de ce que j'ai sous les yeux. Madame la professeure Sylvie Bonin-Guillaume, qui est médecin gériatre à l'hôpital Sainte-Marguerite à la PHM. Je vous invite à accueillir Manuel Pinto, le délégué régional de l'Association des Petits Frères des Pauvres. Je vous invite à accueillir enfin Laure Vidal de la Gamme et Laurence Diderich Diop de l'Observatoire de Provence. Mesdames, je vous invite à aller là-bas. Monsieur, je vous invite à aller là. Merci, vous avez le droit de les applaudir. Ils vont intervenir ce matin. Alors, bienvenue. Je m'excuse, mais si après l'allocution de M. Perrin, je me permettrai de m'exfiltrer et j'attends vos propositions avec beaucoup d'impatience, donc je vais le faire discrètement. Donc, merci à tous et à toutes. Merci. Monsieur Perrin, je ne sais pas si vous dansez le passo doble et comment vous le dansez. Ce que je sais, c'est que de toute évidence, vous avez décidé de prendre la question de la lutte contre l'isolement et plus largement de la politique des personnes âgées, j'allais dire, en vous mettant au cœur de la mêlée, si je puis dire. Madame la Présidente l'a un peu abordé. Vous êtes, vous, à l'initiative de cette journée, hein, comme cela a été rappelé. Au fond, vous attendez quoi de cette première journée départementale de lutte contre l'isolement ? Alors d'abord, permettez-moi de remercier la Présidente pour ses propos flatteurs. Et je vous invite à me couper parce que je suis un élu passionné. Et donc, si je suis un peu trop long, n'hésitez pas. Merci. Qu'est-ce qu'on attend ? Les objectifs de cette journée, ils sont simples. Il me semble qu'il y a une cible et des objectifs. La cible, c'est mieux comprendre, mieux détecter et mieux combattre ce fléau qui est l'isolement des personnes. Vous avez entendu le pourcentage des personnes isolées, des personnes qui ne sont pas seulement des personnes âgées. Après, nous avons quelques objectifs et pour ces premières assises, c'est d'essayer de réaliser un état des lieux de ce qui se fait sur notre territoire, dans notre département. C'est essayer aussi, par là même, d'identifier des secteurs de zones blanches, parce que probablement que dans ce département si vaste et si divers que sont les Bouches-du-Rhône, il y a certainement des endroits où il y a plus de moyens qu'à d'autres. C'est faire ce qu'on appelle de la fertilisation croisée, c'est-à-dire les uns et les autres dans cette journée où il n'y a pour l'instant, pour cette première session, que des acteurs autour de la lutte de l'isolement. Écoutez, je suis persuadé qu'il y a certaines institutions, certaines associations qui ont des bonnes idées, qui pratiquent des bonnes idées, et il n'y a rien de tel que d'échanger les bonnes idées plutôt que de réinventer la roue. C'est toujours bon d'échanger. Et enfin, je dirais que il était le devoir du département, chef de file dans l'action sociale et les solidarités, de fédérer cette journée pour essayer de créer un réseau départemental de la lutte contre l'isolement. Voilà un peu ce qu'on attend de cette journée. Oui, et quand vous évoquez cette notion de fédérer, vous avez évoqué un premier enjeu qui est de faire une forme d'état des lieux, oui, qui permettra d'identifier ce dont vous disposez et puis donc ce dont on manque. Je me permets de vous rappeler à vous tous que normalement, vous a été remis ce matin une fiche partenaire. L'enjeu de cette fiche partenaire, c'est que vous puissiez la renseigner au fil de la journée. L'intérêt de cette fiche partenaire, c'est qu'elle permet aussi d'alimenter la proposition qui est faite par Jean-Marc Perrin de constituer une forme de cartographie de ce qui existe à l'échelle du département. Alors il faut se méfier des cartographies, mais en tout cas c'est souvent des bonnes premières étapes
pour aussi bâtir une politique publique. Et en l'occurrence, nous sommes ici au département des Bouches-du-Rhône, qui est quand même l'acteur compétent en matière de politique des personnes âgées et donc aussi en matière de lutte contre l'isolement. On a bien entendu votre besoin, votre enjeu de détecter, de combattre. Est-ce qu'on pourrait imaginer que, de la même façon que les maisons du bel âge ont été le marqueur fort de la première partie, du premier mandat de cette gouvernance-là, est-ce qu'on pourrait imaginer que la lutte contre l'isolement pourrait marquer un autre marqueur fort, un autre point d'ancrage de la politique des personnes âgées du département des Bouches-du-Rhône? Oh oui, je m'autorise à dire indéniablement, oui. Parce que, d'abord, les maisons du bel âge, il faut se dire que ce sont des lieux de proximité qui œuvrent contre l'isolement, justement, par les capacités d'accueil que nous avons, par le nombre de maisons que nous avons sur l'ensemble du territoire. Alors, on n'est pas complètement maillé, mais on continue à développer, comme l'a dit la présidente, on continue à développer. On sera une cinquantaine de maisons avant la fin du mandat. Moi, je dirais que ces assises-là viennent effectivement en complément, peuvent être marqueurs, mais seront marqueurs après, en même temps que la future maison de l'autonomie, que la maison départementale des aidants que nous avons ouvert. Mais il y a aussi, si vous me le permettez de sauter sur l'occasion, il y a aussi une série de mesures qui sont prises par le département des Bouches-du-Rhône sous l'impulsion de sa présidente et qui sont pas aussi médiatisées, pas aussi connues que ces assises-là. Je pense notamment à des moyens financiers que le département met pour aider financièrement les EHPAD. Alors, ce sont en termes de communication, on pourrait dire que c'est mineur, dire tout simplement et très technique, 5% d'augmentation du tarif d'hébergement pour les établissements qui sont habilités à l'aide sociale. Ça ne parle pas à grand monde, en tout cas pas aux profanes, mais croyez bien que c'est un ballon d'oxygène pour les établissements et un coût certain pour le département. Hein. Nous engageons aussi des sommes qui se comptent plutôt en millions pour la création, la réhabilitation, la modernisation des établissements qui accueillent du public âgé. Nous avons aussi, avec nos partenaires, dont la plupart sont dans cette salle, nous engageons de très gros moyens sur la prévention de la lutte contre l'isolement, en partenariat, je disais, avec ce qu'on appelle dans la conférence des financeurs, avec des institutions, et en lien direct avec l'État via sa Caisse nationale de solidarité à l'autonomie. Alors oui, pour répondre à votre question, les assises de la lutte contre l'isolement pourraient être un des marqueurs de la politique du département, mais nous avons toute une série d'actions en faveur de cette politique publique et des moyens qui me sont donnés par la présidente, que je remercie, pour vraiment pouvoir se dire le département des Bouches-du-Rhône traite dignement ces jeunes qui sont jeunes depuis plus longtemps que certains. Merci, Monsieur Perrin. Juste par rapport à ce que vous venez d'évoquer, vous faites référence à la conférence des présidents. Des financeurs. À la conférence des financeurs, pardon, et donc y compris dans ce cadre-là, à des moyens qui existent déjà aujourd'hui pour lutter contre l'isolement. Vous pouvez nous en dire deux mots, nous dire un peu ce qui se passe là, de quels moyens on parle. C'est important d'entendre que la journée d'aujourd'hui, au fond, elle part pas d'une page blanche, il se passe déjà des choses, et l'enjeu, c'est de construire à partir d'un existant, d'améliorer et de faire mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Oui, merci de me donner l'occasion de parler de cette politique publique que l'on a dénommée Bel Âge. Derrière cette politique publique, nous avons une politique obligatoire issue du Code de l'action sociale et des familles, une politique régalienne, avec de très gros moyens engagés. Je vais vous dire qu'un chiffre... Et le comparer, parce que c'est un chiffre en absolu, ça ne veut rien dire.
en comparaison, ça va toujours signifier. Le budget de fonctionnement, qui est le troisième plus gros budget du département, est de 355 millions d'euros par an en fonctionnement. Si je le compare avec le budget général de fonctionnement d'une commune, qui est la deuxième commune des Bouches-du-Rhône, parce que je suis aixois, c'est un peu moins de 200 millions. Donc vous voyez un peu la différence, les moyens qui sont mis en jeu. Pourquoi de tels moyens? Parce qu'avec ces moyens-là, nous finançons le maintien à domicile, et notamment via l'aide sociale qui s'appelle l'aide personnalisée à l'autonomie, via les services d'aide à domicile dont le département est la tutelle. Nous, je l'ai dit, nous engageons des moyens sur la prévention de la perte d'autonomie. C'est hyper important de faire ça. Nous avons l'accompagnement et le financement de la dépendance, puisque nous sommes, pour les établissements, les maisons de retraite médicalisées, que l'on appelle plus vulgairement les EHPAD, nous sommes en co-tutelle avec l'Agence régionale de santé pour leur contrôle, leur tarification, les conseils que l'on peut donner. Et donc, c'est une grosse partie de la dépendance. Les maisons du bel âge, nous avons aussi l'animation et l'information des seniors. Alors, sur l'animation, permettez-moi de dire deux mots, parce que l'animation, comme ça pourrait être simple. Allez, on fait le déjeuner dansant et on danse et on fait le passe au doble. Sauf que l'animation, ça permet de combattre deux enjeux principaux. Le premier, c'est la prévention de la perte d'autonomie. Je vous assure que quand je vais dans les journées organisées par le S13, j'y vois des miracles. C'est-à-dire des personnes qui arrivent mal en point, et puis dès que le passe au double ou les chansons à la mode démarrent, et puis se mettent à danser, donc c'est presque du miraculeux. Autre chose, c'est que ça permet aussi de lutter contre l'isolement, parce que très souvent, les personnes se mettent toujours à la même table. Et lorsqu'il y a une ou deux personnes qui ne viennent plus depuis 2-3 fois, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Tiens, où est notre copine ?» Voilà. Donc c'est important, je ne voudrais pas minimiser le rôle de ce qu'on appelle l'animation. Il y a bien entendu, je le dis, les fameux colis de Noël. Alors si j'en parle, ça pourrait être anodin, sauf qu'au département, c'est une masse de 85 000 colis de Noël, avec un budget conséquent, vous le savez, Madame la Présidente, c'est 2,3 millions. Vous voyez, ce n'est pas rien. Et enfin, bien entendu, et je conclurai par ça, il y a un gros enjeu, et qui j'espère va encore être encore plus soutenu, c'est la lutte contre l'isolement. Et donc, c'est pour ça que vous nous réunissez aujourd'hui, vous et Madame la Présidente. Merci beaucoup, Jean-Marc Perrin, de cette ouverture, de cette présentation, de cette explication. Vous restez avec nous toute la journée, me semble-t-il. Oui. Vous allez entendre les interventions de ce matin. Vous prendrez part, d'une façon ou d'une autre, peut-être aux ateliers de cet après-midi. Et nous vous retrouverons pour vous entendre en fin de journée, en tout cas dans le milieu de l'après-midi. Si vous vouliez partir discrètement, c'est raté. Madame la Présidente, merci et au revoir. Monsieur Perrin, et donc nous vous retrouverons en deuxième partie d'après-midi pour entendre ce qui se sera dit dans les ateliers et puis peut-être évoquer avec vous des perspectives de qu'est-ce qu'on fait, même si des choses ont déjà commencé à être dites ce matin. Merci beaucoup en tout cas pour cette ouverture. Tout de suite, je vous propose que nous entrions un peu plus encore dans le vif de notre programme. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec une première séquence qu'on pourrait intituler au fond, de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous quand nous parlons d'isolement? De quoi parlons-nous y compris en termes statistiques? Ça représente quoi en France? Ça représente quoi dans le département des Bouches-du-Rhône? C'est quoi la photo? C'est quoi les tendances? Pour cette séquence-là, je vous invite à accueillir, à entendre, à écouter Manuel Pinto, délégué régional de l'association Petits Frères des Pauvres, et nous entendrons ensuite Laure Vidal et Laurence Diderich Diop pour l'Observatoire de Provence et pour la gamme. Avant de donner la parole à Manuel Pinto, nous avons une courte vidéo que je vous invite à regarder et à écouter. Et oui, Norbert, vous n'étiez pas prêt.
Vous nous avez dit que ça serait une vidéo courte, c'est une vidéo courte. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Pinto d'être avec nous ce matin. Peut-être en 2 mots, on connaît tous le nom Association Petits Frères des Pauvres, pas certain qu'on sache tous exactement ce qu'est l'association, ce qu'elle fait. Vraiment pas longtemps, mais en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le métier, ce que sont les missions de l'association Petits Frères des Pauvres? Très bien, merci beaucoup pour l'assistance. C'est une vidéo qui date de 2004. La canicule, 2003, 15 000 morts et beaucoup de corps qui n'ont jamais été réclamés. Les Petits Frères des Pauvres, nous avions fait une communiqué de presse pour dire que ce n'était pas la canicule qui avait tué, mais la solitude. Nous avons donc été déclarés grande cause nationale et c'est pour ça que nous avions sorti ce spot qui date de 2004, il y a 20 ans. Donc les Petits Frères des Pauvres, créés en 1958 à Marseille et en 1946 à Paris, qui a pour vocation de mobiliser des citoyens pour lutter contre la solitude des personnes âgées de plus de 50 ans. On pourra revenir si on me pose des questions pourquoi les plus de 50 ans, mais en tout cas des personnes âgées, en tout cas celles qui souffrent de solitude. Donc pour ça, nous avons des salariés qui soutiennent des bénévoles et la plupart de nos interventions se situent à domicile. Mais nous intervenons aussi dans des établissements et on va y venir puisque c'est pas parce qu'on n'est pas isolé qu'on ne souffre pas de solitude. Merci. Merci, Monsieur Pinto. Vous avez évoqué les notions de solitude, vous avez évoqué les notions d'isolement. Peut-être que c'est le début, c'est ce par quoi il faut commencer. Concrètement, de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous quand nous parlons d'isolement? De quoi parlons-nous quand nous parlons de cette notion que vous avez mis à jour, qui est la notion d'isolement relationnel? De quoi parlons-nous quand nous abordons ces sujets-là? La solitude, c'est d'abord un sentiment. Donc solitude, isolement des personnes âgées, comment bien les mesurer? C'est un sentiment, c'est un ressenti subjectif. On peut ne pas être isolé et pour autant souffrir de solitude. Mais alors, de quoi parlons-nous quand nous parlons d'isolement? Donc l'isolement relationnel, ça se mesure par rapport au nombre de contacts physiques avec des réseaux de sociabilité. Nous en avons déterminé 4, qui est celui de la famille, celui des amis, celui des voisins et celui du réseau associatif. À partir de là, nous avons mesuré donc le nombre de contacts physiques. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi l'importance de mesurer la qualité de la relation, voir quelqu'un à qui se confier. On peut croiser son voisin, bonjour, bonsoir, et pour autant souffrir de solitude. La solitude, c'est aussi la qualité de la relation que nous avons avec les contacts que nous avons. Et il est aussi intérêt d'étudier les contacts du quotidien, les commerçants, les professionnels de santé, du soin, qui font partie du quotidien des personnes âgées. Les intervenantes à domicile le disent et en témoignent, elles souffrent aussi de laisser une personne âgée seule le week-end, parce qu'elles savent qu'elles sont seules. Parfois, elles passent un peu plus de temps, mais attention, parce qu'elles sont chronométrées dans leur intervention. Donc il y a ce besoin de relation et des témoignages de personnes accompagnées qui disent « mais laissez le ménage, asseyez-vous, buvez un café ». Vous voyez, donc c'est aussi l'intérêt d'étudier les contacts de quotidien, le reconnaître. Et bien sûr, tenir compte des évolutions de la société en étudiant les liens sociaux numériques. On le sait, il y a des personnes âgées qui sont connectées. On le sait, les contacts par visio avec les petits-enfants ou les enfants qui sont loin, qui sont à l'étranger, ça permet aussi de rompre la solitude, même si ça ne vaut pas la relation, mais quand même. Mais il y a toutes celles aussi qui n'ont pas accès au numérique. J'en profite pour dire d'ailleurs que les chèques énergie, c'est très bien, mais pour les obtenir, il faut avoir un ordinateur. Donc les maisons du bel âge, là-dessus, peuvent effectivement être un outil pour les personnes qui peuvent se déplacer et qui en ont entendu parler en tout cas. L'une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, au fond, vous le dites, c'est que vous évoquez avec les termes d'isolement et de solitude, y compris vous évoquez la notion de ressenti, donc une dimension qui est très subjective. Ça veut dire qu'il est difficile de construire une politique publique basée pour partie sur des données subjectives, sur des éléments de ressenti. Du coup, j'ai envie de vous dire, comment fait-on pour rendre le plus objectif possible ces données que vous nous présentez? Comment on fait pour les mesurer? C'est quoi les indicateurs? Comment on sait au fond qu'on parle de
de plusieurs centaines de milliers de personnes, et pourquoi pas juste des dizaines de milliers, et pourquoi pas des millions. Au fond, qu'est-ce qui permet de quantifier, d'objectiver quelque chose, en l'occurrence, quelque chose que vous qualifiez relevant du ressenti. On a parlé aussi de sentiment, donc quelque chose qui est difficile à quantifier. Effectivement, on ne peut pas le quantifier. Ce n'est que par la relation qu'on peut le mesurer. Une personne qui souffre de solitude, elle ne pourra le dire que s'il y a quelqu'un qui l'écoute. C'est l'isolement que nous pouvons mesurer. Or, on sait qu'il y a un lien entre isolement et solitude. Plus on est isolé, plus on a de chances de souffrir de solitude. Mais c'est vrai que la solitude ne peut que s'exprimer. Et pour cela, il faut quelqu'un en face. D'où redynamiser le lien social. Et non pas monatériser, mais on y viendra tout à l'heure dans les préconisations. Ce que nous avons fait donc depuis quelques années maintenant, nous sortons un baromètre de la situation d'isolement, je parle bien d'isolement, des personnes âgées en France. Le dernier date de 2021, et le précédent datait de 2017. Ça nous permet d'avoir une comparaison dans le temps et de voir comment ces liens, finalement, est-ce que l'isolement est un fait qui s'aggrave ou non. Et comme le dit le titre là que vous voyez, c'est une nette aggravation de l'isolement social en 4 ans. De quoi parle-t-on ? 70% des personnes, plus de 70% de personnes âgées en situation de mort sociale. 530 000 personnes en 2021 versus 300 000 en 2017. C'est quoi la situation de mort sociale ? C'est celles qui n'ont plus aucun réseau de sociabilité. Les 4 réseaux dont je vous parlais tout à l'heure, et on va y venir après sur la définition. Elles n'ont plus de relation avec leur famille, leurs amis, leurs voisins, les commerçants. Il y a des personnes âgées qui sont confinées à domicile. Lors du confinement, il y a un bénévole qui était confiné. Et pour autant, on a pu quand même maintenir du lien. Qui a été voir une personne âgée après le confinement, en disant « Alors, comment vous avez vécu ça ? Ça n'a pas été trop dur ?» Elle dit « Mais non, mais moi, ça n'a rien changé dans ma vie. » Parce qu'elle est chez elle, confinée chez elle, parce qu'elle a un 3e étage sans ascenseur. On y reviendra. Une nette aggravation aussi des personnes âgées isolées des cercles familiaux et amicaux. Donc 2 millions de personnes en 2021 versus 900 000, quasiment le double en 4 ans. Et vous l'aviez dit, Madame Vassal l'a dit aussi, la force des associations pour rompre cette solitude. On voit aussi les indicateurs relationnels déclinés par cercle de sociabilité. Alors, les isolés du cercle familial, ça augmente de 28%. Sont considérés comme isolés les personnes n'ayant pas d'enfants ou les voyant que quelques fois dans l'année, moins souvent ou jamais. Et les personnes n'ayant pas de petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ne les voyant que quelques fois dans l'année, moins souvent ou jamais. Et les personnes ne voyant que quelques fois dans l'année, moins souvent ou jamais physiquement des membres de leur famille qui ne vivent pas avec eux. On sait que Noël, on est bientôt à l'approche de Noël, est un moment important pour certaines familles où c'est l'occasion de retrouver leur grand-père ou leur grand-mère. Le deuxième réseau, c'est le cercle familial. Donc on voit une augmentation de 40% des personnes qui n'ont plus ce cercle. Donc sont considérées comme isolées les personnes ne voyant que quelques fois dans l'année, moins souvent ou jamais physiquement leurs amis, ainsi que celles qui n'ont pas d'amis. Il est aussi important cette question d'amitié. On peut avoir des relations de famille avec des enfants, des petits-enfants, mais à qui on peut parler vraiment de choses intimes ? Ce cercle amical est aussi quelque chose d'important. Le cercle du voisinage sont considérés comme isolés les personnes n'ayant pas de voisins ou ne discutant avec eux au-delà de l'échange de pure politesse. Bonjour, bonsoir. Mais quelques fois dans l'année ou jamais. Je fais juste un petit retour en arrière. Canicule 2003, 2004, déclaration, grande cause nationale. 2006, on crée un collectif Combattre la solitude. Un collectif national avec 7 gros organismes. Le Secours catholique, l'Entraide protestante, la Croix-Rouge. Et on sort une première étude, justement sur isolement et solitude. Et cette étude a l'originalité d'être allée auprès des personnes âgées. On a interviewé plus de 5000 personnes en France. Et il y a une personne, c'est pour ça que je pense à cette étude, parce qu'il y a une personne qui témoignait qu'elle était sur son palier et elle attendait que son voisin sorte pour sortir en même temps. Vous
voyez, elle veillait pour pouvoir entamer une conversation. Et l'histoire aussi de « mais qu'est-ce qu'elle fait, cette vieille, à 18h? Moi, j'ai pas le temps, elle pourrait aller faire les courses le matin. » Ben non. Non. Si elle sort à 18h, c'est pour pouvoir aussi rencontrer des gens, et notamment ses voisins et du monde. Les isolés des réseaux associatifs, enfin, donc les personnes qui ne participent pas aux activités des associations, d'un groupe, ou qui participent moins d'une fois par mois à ces activités. Il faut savoir aussi que pour pouvoir participer à ces activités, c'est pour ça que la nouvelle que vous avez annoncée de personnes liées au handicap, c'est effectivement qu'il faut pouvoir sortir de chez soi pour aller à ces activités collectives. Et donc la question, c'est comment on va les chercher aussi chez elles. La question de la mobilité, des transports adaptés, de l'habitat adapté. Pareil, dans cette étude, en 2006, une dame disait que sortir, c'est vivre. Lors d'un colloque sur le logement, je ne vais pas m'étendre, j'ai peur. Lors d'un colloque sur le logement, il y avait un intervenant qui nous avait dit que tout un chacun, on a besoin de 4 espaces, au fait. Un espace privé, intime, qui est généralement son logement, c'est-à-dire on ferme la porte et puis on est chez nous, on fait ce qu'on veut, en gros. Un espace de confiance, sur qui je peux compter ou pour qui je compte, qui généralement est la famille. Un espace de sociabilité, qui peut être le travail. C'est là où on rencontre d'autres personnes et on œuvre pour une entreprise ou pour quelque chose de commun. Et la rue. On a besoin aussi d'être anonyme parmi les anonymes. Ces 4 espaces, quels que soient nos âges, on en a tous besoin. Et la question qu'il faut se poser pour les personnes âgées, parce qu'elles ne sont pas en dehors de la société, c'est comment elles peuvent bénéficier de ces 4 espaces. Une hausse de l'isolement dans les 4 cercles de sociabilité. Donc là, vous avez par cercle de sociabilité et au niveau géographique, si on voit la région PACA, on est à peu près dans la norme. Oh bah c'est passé vite, mais c'est pas grave. J'ai pas touché. Ah bah voilà, merci. Ce qu'il faut repérer, c'est que la région PACA, si mes souvenirs sont bons, je parle sous le tout couvert, c'est là où le taux de pauvreté est le plus important. Enfin, on arrive en 3e position en France, derrière le Nord-Pas-de-Calais et la Corse. C'est ça. Merci. Or, on sait qu'il y a un lien entre pauvreté, isolement et solitude. La Fondation de France sortait des études depuis 2010 sur la question de la solitude en France. Madame Vassal a raison, ça ne concerne pas que les personnes âgées. Mais plus on est vieux, plus on est malade, plus on est pauvre, plus on a des chances d'être isolé, plus on a des chances de souffrir de solitude. C'est aussi la région PACA où il y a beaucoup de disparités entre les plus riches et les plus pauvres. Et quand je dis ça, c'est des généralités, parce qu'après, on sait bien qu'il faut aller au plus près. Après, on verra sur le département. Juste, je me permets de vous interrompre pour vous dire que la présentation qui est faite au niveau national et au niveau PACA sera complétée dans quelques minutes par un vrai focus, un vrai zoom sur ce qui se joue ici dans le département des Bouches-du-Rhône. Donc voilà. Donc nous continuons. Merci. Vous aviez ensuite quelques chiffres, je crois, sur précisément donc, ce sentiment de solitude, comment il évolue. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas le mesurer de façon factuelle. C'est sur des interviews. En allant à la rencontre des personnes. 36% des personnes âgées, soit 6 millions de personnes, se sentent seules fréquemment, versus 31% en 2017. Parce que la question de la solitude, c'est aussi, est-ce que je me sens seul souvent ou pas? On peut nous-mêmes se sentir seul parfois, avoir des grands moments de solitude. Mais la question, c'est est-ce que c'est tous les jours, est-ce que c'est tout le temps, ou est-ce que c'est de temps en temps? Noël est un moment où la solitude se fait le plus ressentir. Pourquoi? Parce que c'est la grande bouffe et les petits cadeaux, c'est les vitrines de Noël. Le 24 décembre ou le 25 décembre, on entend les voisins qui font la fête et on se sent seul. C'est pourquoi les petits frères des pauvres, nous nous attachons à faire des réveillons le 24 et le 25. Beaucoup d'organismes organisent des repas le 18 décembre, c'est bien, ou le 20 décembre, c'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais c'est le 24 et le 25 qu'on se sent seul, parce qu'on veut être comme tout le monde. Et quand tous les autres font la fête et que nous, on se retrouve seul, ça nous renvoie à notre propre solitude. « 14%, soit 2,5 millions de personnes, se sentent seules tous les jours ou très souvent.
Et 6 millions de personnes âgées de 60 ans et plus n'ont personne à qui parler de choses intimes. Comme je vous l'ai dit, on se sent seul quand on sait qu'on ne compte pour personne ou que je ne peux compter sur personne. Il y a des personnes accompagnées par les petits frères des pauvres qui ne bénéficient pas forcément de visites régulières, hebdomadaires, à domicile de bénévoles. Nous n'avons pas assez de bénévoles. Donc c'est un appel. Voilà. Mais pour autant, des personnes âgées disent « mais je sais qu'on est en train de travailler là-dessus d'ailleurs, sur l'accompagnement à distance, le téléphone. Je sais que je peux compter sur vous. Je sais que si demain, il m'arrive quelque chose, je peux vous appeler. Et je sais que vous allez m'appeler de temps en temps, que vous allez veiller sur moi, que je ne vais pas mourir seul. » Cette angoisse aussi de partir seul. Tout à l'heure, je vous le disais, donc, les questions du numérique, s'il y a beaucoup de personnes, on le sait, qui sont exclues du numérique, les personnes âgées sont, là, comme la solitude, celles qui sont le plus confrontées à cette fracture numérique. Non seulement parce que parfois elles n'en voient pas l'intérêt, elles n'ont pas été élevées avec ça, parfois pour des questions financières, parce qu'il faut avoir l'ordinateur, mais il faut aussi payer l'abonnement, etc. etc. Et puis parfois par incapacité. Mais ça peut être une vraie chance de recréer du lien, notamment avec des enfants ou des personnes à distance. D'ailleurs, nous avons développé sur la région des apéro-quiz pour donner envie aux personnes âgées de s'intéresser au numérique. Parce que le numérique, c'est que pour déclarer ses impôts, franchement, voilà quoi. Mais si on peut jouer avec, et si on peut avoir des liens avec une copine qui est dans le quartier d'à côté et qui ne peut pas sortir. Donc on a organisé des apéro-quiz. Alors c'est quoi? C'est des jeunes en service civique volontaire avec des bénévoles. Ils vont chez une personne âgée avec une tablette et ils se connectent avec une autre personne âgée qui a des jeunes et une tablette et ils jouent à un jeu. Et ils boivent un coup. Bon, je ne dis pas qu'ils boivent de l'alcool, c'est pas l'apéro, mais c'est un apéro. Monsieur Pinto, deux choses. Un, vous évoquez les jeunes en service volontaire qui peuvent accompagner les personnes âgées. Ça tombe bien, vous avez été accueillis ce matin par des jeunes en service civique volontaire d'Unicité. Ils sont là au fond de la salle. Merci, bonjour à vous. Ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous reste 2 minutes. D'accord. Justement, les jeunes en service... Vous retrouverez en fin de matinée. Je vais faire vite là. Armand Marquiset, le fondateur des Petits Frères des Pauvres, sa volonté première, c'était de permettre à des jeunes gens de s'engager en solidarité avec les pauvres. Pour être bénévole en 1946, il fallait avoir entre 18 et 30 ans. Et les pauvres, c'était à l'époque les personnes âgées. 46, sortir de guerre. Voilà, et il n'y avait pas les retraites, etc. Je fais vite. Hein. Mais du coup, on a un grand partenariat avec Unicité, je suis très content qu'ils soient là, et justement qu'ils ont un programme aussi qui s'appelle Bien Vieillir dans l'association, et qui a débouché à ce qu'on appelle SC2S, les services civiques solidarité seniors, issus d'Unicité et des Petits Frères des Pauvres, entre autres, pour développer l'engagement des jeunes auprès des personnes âgées. Merci beaucoup d'être là. Je continue. Enfin, vous continuez, mais vous vous approchez de la fin même. Oui. 5 millions de personnes âgées se disent préoccupées par la solitude et l'isolement. Donc c'est une préoccupation dont il faut tenir compte. Je fais vite. Personnes plus préoccupées par la solitude et l'isolement, on voit que c'est le Nord, un peu moins dans le Sud. Pareil, c'est la région, donc il faut après faire des focus. Allez-y. On accélère, j'ai bien compris. Mourir ne me fait pas peur. Là, parce que c'est important, on parle de gens, on parle de personnes. D'hommes et de femmes. Mourir ne me fait pas peur. Ce n'est pas vivre ce que je vis actuellement. Ce n'est pas marrant. Je ne vois personne. Edith, 76 ans, région PACA. J'en suis arrivé à faire couper un trou dans ma haie pour voir les gens qui passent de l'autre côté. Quand il y a des gens qui passent, je suis contente. Ce n'est pas pour espionner, c'est pour voir des gens. 81 ans. Ça me fait un peu de mal, parce que c'est vrai que la solitude, c'est dur à porter, c'est dur à vivre. Je suis seul, quoi. Ce n'est pas évident d'être seul dans la vie. Jean, 66 ans, Bourgogne-Franche-Comté. J'ai des contacts téléphoniques parce qu'à 84 ans, mon horizon est constitué d'amis qui correspondent à mon âge, mais qui sont dans le même état que moi. En particulier avec le Covid, elle ne pouvait plus se déplacer et ça m'a isolé beaucoup. Lorraine, 84 ans, région centre. Depuis le confinement, c'est matin et soir qu'on se téléphone avec une ancienne voisine. Il vaut mieux avoir moins d'amis, mais que ce soit des amis. Edmond, 98 ans. La seule personne que j'ai vue de la semaine, c'est l'électricien qui m'a remis des ampoules. Berthe, 71 ans. La solitude, c'est pénible, c'est mortifère. Un chat, c'est bien gentil, mais bon, on ne peut pas avoir des discussions très profondes non plus. Thomas, 60 ans, en région Rhône-Alpes.
Et voilà, je voulais terminer donc par cette photo d'Armand Marquiset qui, j'ai cru à l'amour, c'est la seule solution possible, la seule réponse. L'échec, c'est de ne pas donner assez. On peut mettre tous les dispositifs qu'on veut. S'il n'y a pas un sursaut citoyen, développer la fraternité, tel que c'est écrit dans le principe de la République, en fait, c'est l'enjeu qui nous est donné pour les années à venir. Voilà. Merci beaucoup, Manuel Pinto. Merci. Je le rappelle, vous êtes délégué régional de l'association Petits Frères des Pauvres. Vous avez évoqué les chats, ça nous a fait sourire. Nous verrons tout à l'heure que finalement, ça ne fait pas que sourire. Il y a aussi un enjeu dans la relation qui peut se jouer entre une personne âgée seule, souffrant de solitude, isolée, et y compris l'animal domestique avec qui elle partage son quotidien. Merci beaucoup encore. On aura l'occasion de vous retrouver tout à l'heure pour vous entendre cette fois-ci sur les préconisations, les pistes d'action que Petits Frères des Pauvres a proposées. Juste pour ceux d'entre vous qui avaient préféré écouter que noter, vous avez bien fait. Tout ce que Manuel Pinto vient de présenter, vous pourrez le retrouver sur le site des Petits Frères des Pauvres en téléchargeant leur baromètre solitude et isolement, duquel est extrait une partie de ce qui vous a été présenté ce matin. Laurence Diderich Diop de l'Observatoire de Provence et Laure Vidal de la Gamme, vous avez travaillé ensemble à produire une analyse chiffrée, à produire une observation de l'état du vieillissement dans le département des Bouches-du-Rhône. Alors quand je dis état du vieillissement, le mot état n'est pas le bon. On va parler avec vous plutôt de dynamique à l'œuvre en matière de vieillissement, de quels besoins, de quelles perspectives ça pose. Peut-être avant de démarrer votre propos, un peu comme on l'a fait avec l'association Petits Frères des Pauvres, l'Observatoire de Provence, c'est quoi? Et cette coopération entre l'Observatoire et la Gamme, elle est née de quoi? Et c'est quoi qui a permis de réaliser le travail que vous allez nous présenter? Alors, l'Observatoire de Provence, c'est un service du département des Bouches-du-Rhône. C'est un observatoire socio-économique dont la mission est de produire de la connaissance du territoire, on va dire. Les documents et les productions que nous réalisons sont à destination des agents et des élus de la collectivité. Je laisse Laure Vidal dire 2 mots sur la Gamme, elle le dira beaucoup mieux que moi. Merci Laurence. Donc effectivement, la Gamme pour agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. Alors marseillaise, ça ne reflète pas vraiment notre territoire d'intervention, ça reflète plutôt notre lieu d'implantation géographique. Mais c'est donc un statut associatif. On fait partie en fait d'une fédération nationale des agences d'urbanisme. Et c'est vrai qu'on intervient en appui et en termes d'outils d'aide à la décision en fait, auprès des collectivités territoriales ou locales ou d'autres acteurs pour l'élaboration des politiques publiques, alors au sens large, à l'échelle des grands territoires, mais à l'échelle plus fine du quartier et des villes. Donc plus globalement, en fait, sur la fabrique de la ville au sens large, mais plutôt d'aménagement du territoire et de prise en compte, en fait, des enjeux sociétaux dans ces politiques publiques. Merci. Et on va voir que la question du territoire, elle n'est pas neutre, y compris quand on fait un focus sur le département des Bouches-du-Rhône. On va voir qu'à l'intérieur du département des Bouches-du-Rhône, il y a des formes d'inégalité d'une certaine façon. La première partie de votre propos, Laurence et Laure, va traiter de la question des personnes les plus vulnérables. Au fond, j'ai envie de vous dire de qui on parle. Qui sont ces personnes les plus vulnérables, celles les plus sujettes, les plus soumises à cette question de l'isolement subi? Alors, quelques chiffres, je suis désolée par avance, mais il va y en avoir pas mal. Vous l'avez bien compris que c'est un peu notre fonds de commerce, à Laure et à moi. Les derniers chiffres, on a sur le département des Bouches-du-Rhône, on compte plus d'un demi-million de personnes âgées de 60 ans et plus, sachant qu'on est un département, la population totale, c'est un peu plus de 2 millions de personnes, ce qui représente sur le département à peu près 26% de la population totale du département. Alors c'est une part qui est un peu moindre que celle au niveau régional, puisque en région PACA, on a des départements qui sont plus vieillissants, notamment les Alpes-Maritimes et le Var, puisque la part des personnes âgées, c'est à peu près 29%. Et en revanche, la part des personnes âgées sur les Bouches-du-Rhône, c'est tout à fait équivalent à la moyenne nationale. Donc c'est un territoire qui est certes un peu plus jeune que les autres départements de la région, mais qui est bien sûr confronté et soumis au phénomène du vieillissement
manière globale, hein, on est dans des pays occidentaux et nous vieillissons tous. Avec ce phénomène du vieillissement, il implique des dynamiques qui permettent de mettre en évidence les risques d'isolement de cette population. Alors, permettez-moi de faire juste également un petit zoom. Donc, on l'a dit déjà depuis le début, on parle de personnes âgées, traditionnellement on met les plus de 60 ans là-dedans, il faut quand même un peu dissocier les 75 ans et plus, parce que finalement on s'aperçoit que, Manuel Pinto l'a dit, plus on vieillit, plus on a des risques d'être isolé et donc de souffrir de solitude. Les 75 ans et plus, donc dans le département, représentent 37% des plus de 60 ans. Et là aussi, permettez-moi de faire un petit zoom territorial. Ça a été dit, on le verra par des cartes tout à l'heure, mais il y a quand même pas mal de disparités territoriales dans le département. Marseille, vous le savez tous, c'est la plus grosse ville du département. C'est à peu près 42% de la population départementale. Et c'est à peu près ça aussi sur les 60 ans et plus. On est à 40% des 60 ans et plus du département qui vivent à Marseille. Et c'est 42% des 75 ans et plus qui vivent aussi à Marseille. Donc, voilà, de manière globale, ces 60 ans et plus, comment ils vivent ? 97, donc très grosse majorité des 60-74 ans, donc les plus jeunes de nos seniors vivent à domicile, c'est 82% chez les plus de 85 ans. Donc le recours à l'hébergement spécifique au sens de maison de retraite, EHPAD, etc., il reste quand même très faible, même s'il augmente avec l'âge. Je vais y revenir dans la suite. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'une très forte majorité des personnes âgées de 75 ans et plus sont propriétaires de leur logement, et majoritairement sur notre territoire, il s'agit d'une maison individuelle. Alors, donc je vous ai dit, il y a très peu de personnes qui vivent en institution, ce qu'on appelle une maison de retraite, c'est 5%. Parmi les personnes qui vivent en institution, plus de la moitié des occupants, mais ça c'est pas une grande surprise, hein, vous le savez à peu près tous, je pense ici, plus de la moitié des occupants, plus de 85 ans. De manière générale, près de la moitié, 46%, des 85 ans et plus vivent seuls, et c'est très majoritairement, il s'agit de femmes. Là aussi, la question du vieillissement entraîne ce qu'on appelle la perte d'autonomie. Donc là aussi, il y a des études qui nous montrent ce que ça veut dire très concrètement. On sait que, par exemple, il y a 64% des personnes âgées de 75 ans et plus qui peinent à monter un étage ou à marcher plus de 500 mètres. On va voir ce que ça peut impliquer en termes de besoins dans le logement, mais aussi dans la ville. Et puis on sait qu'il y a 4 personnes de 75 ans et plus sur 10 qui ressentent des difficultés à sortir de leur logement. Donc, cette diapo vous le montre, l'immobilité augmente largement avec l'âge. Il y a à peu près 39%, hein, donc 4 personnes de plus de 80 ans sur 10 qui ne se déplacent plus du tout. Alors aussi, il y a des enquêtes qui nous le montrent. Donc, les déplacements deviennent de moins en moins nombreux et l'immobilité augmente. Alors, tout ça est lié au fait que plus on vieillit, moins on conduit. Or, de moins utiliser la voiture, là aussi, ça a des impacts, ça influe sur les comportements de mobilité. D'autre part, le passage à la retraite a eu une grande implication sur le périmètre de déplacement, puisque comme on n'est plus obligé de se déplacer pour aller travailler, alors certes, le télétravail se développe, mais enfin, la preuve, on est ici aujourd'hui. Quand on travaille, quand on a un emploi, on est amené souvent à se déplacer. Or, le passage à la retraite, et là aussi, marque une rupture dans ces déplacements-là. Et même si on vieillit, souvent, les déplacements sont beaucoup plus diffus dans la journée. Ce qu'on constate aussi, ce sont des disparités de genre qui s'accentuent avec l'âge. Et on constate que les femmes âgées de plus de 65 ans sont encore plus contraintes en termes de mobilité que les hommes. Merci beaucoup Laurence. On va creuser avec vous sur ces disparités géographiques
Laure, on vient de voir les disparités de genre, les disparités d'âge. Et que si on creuse sur la géographie du département, ça donne quoi? On observe quoi en termes de vulnérabilité? Effectivement, comme ça a été rappelé, enfin, vous l'avez dit, Laurence l'a dit, il y a effectivement et comme Manuel Pinto, il y a des écarts effectivement assez importants au sein du territoire départemental entre communes. Donc dans le cadre de nos travaux avec Laurence et de l'Observatoire Territoire Provence, nous avons étudié plus finement en fait certains indicateurs ou données. Donc là, c'est un petit focus effectivement sur 2, donc qui est la part des personnes isolées de plus de 75 ans, c'est-à-dire qui vivent seules, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est vrai que d'une part, on voit qu'il y a une disparité entre communes et notamment entre l'Ouest, alors si on schématise, hein, et l'Est du département, et avec quand même des taux qui deviennent, donc c'est à partir de la couleur bleue un peu plus soutenue, des taux qui sont quand même assez importants, puisque c'est supérieur à 35% à peu près des personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent isolées. Donc on voit bien qu'en fait là, sur cet indicateur-là, c'est l'ouest du département, mais ça n'exclut pas non plus les grands pôles urbains du département, hein, comme Aix, Marseille ou Arles par exemple. Un autre indicateur, donc c'est un indicateur qui est produit plutôt là cette fois-ci par la CARSAT, qui a pour vocation d'identifier les personnes de plus de 80 ans identifiées comme fragiles, alors fragiles socio-économiquement, c'est-à-dire qu'on agrège des indicateurs plutôt liés aux revenus et à la situation familiale, hein, le veuvage notamment. Donc on voit là aussi qu'on est sur des taux quand même assez importants et toujours des disparités entre communes, mais qui s'expliquent aussi par rapport au contexte global de chaque commune, entre des communes aux revenus globalement plus aisés, ou en tout cas la population plus aisée, et des communes ou arrondissements, puisqu'on est allé à l'échelle des arrondissements marseillais, plus pauvres, entre guillemets. Donc, dans le cadre de nos travaux, ce qu'on a cherché à faire dans un premier temps, et on verra dans l'autre partie de la présentation un peu la conclusion, c'est d'identifier effectivement les communes qui étaient peut-être exposées plus fortement au phénomène de vieillissement, c'est-à-dire des caractéristiques des personnes âgées qu'elles abritent ou des communes où les personnes âgées résident. Alors, le terme d'exposition est un peu dur, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a croisé plusieurs indicateurs en complément des 2 qu'on vous a présentés précédemment, sur la diapositive précédente. Et donc, on arrive à des communes, donc dans un rouge très foncé, où on peut dire que cette exposition, ou en tout cas la fragilité des personnes âgées, ou la part de personnes âgées est plus importante. Donc en rouge très foncé, donc plutôt sur l'ouest du département, avec quelques exceptions, et les communes littorales du département, essentiellement. Donc on va être sur un vieillissement, c'est-à-dire un taux de croissance des personnes, une évolution des populations âgées qui va être plus importante qu'à l'échelle du département, une part également des personnes âgées qui va être plus importante. Un des indicateurs qu'on a étudié également et qui reboucle, je crois, en tout cas avec les facteurs qui peuvent mener aussi à l'isolement, c'est la part des personnes âgées qui n'habitaient pas dans le département un an auparavant. C'est vrai qu'il y a une période où on peut arriver à déménager, hein, alors plutôt à la retraite par exemple, mais on va aussi se désociabiliser, en tout cas perdre nos liens en fait sociaux, familiaux, si c'est pas un rapprochement, et du coup ça peut aussi contribuer à cet isolement-là. Et on voit effectivement, mais comme dans les diapositives précédentes, que cette exposition, elle n'épargne pas non plus les grands pôles urbains de la métropole. Merci Laure. Dans votre première partie, toutes les 2, vous avez un peu donné déjà des premiers éléments de réponse, hein, je suppose, autour des questions de la mobilité. On voit bien quand même si vous dites que dans les grandes agglomérations urbaines, ces questions d'isolement se posent aussi. On voit bien, en tout cas sur la carte, c'est un peu frappant quand même, que la partie ouest du département, et donc la partie moins urbaine ou plus rurale, je ne sais pas comment il faut la qualifier, est confrontée plus, en tout cas les populations qui y vivent sont plus confrontées à ces sujets-là. Dernier élément que j'ai entendu et qui ne surprendra peut-être pas la majorité des gens dans cette salle, c'est la très très forte proportion des gens âgés qui sont encore à domicile, y compris très âgés. Et donc on voit bien le lien entre la stratégie d'isolement, de la politique publique de lutte contre l'isolement que vous voulez
engagées ici au département, et les politiques d'autonomie et les politiques de maintien à domicile. Il y a des vrais sujets qui se croisent. Au-delà de ça, j'ai envie de Laure, quels enjeux ça pose pour demain, quels besoins ça affirme, quels enjeux ça pose pour une politique publique de lutte contre l'isolement et d'accompagnement du vieillissement? Alors, donc on va essayer de se projeter dans... Pardon, oui, on va essayer de se mieux avec le micro. On va essayer de se projeter dans les 2 décennies suivantes. Alors, comme la montre ce diapo, on a une petite pyramide. Donc, d'un côté, la situation et quelques chiffres concernant les personnes âgées, et notamment en perte d'autonomie, c'est le haut de la pyramide. Donc, en 2017 versus... en 2050. Ça repose sur des projections de l'INSEE, réalisées par l'INSEE. Donc ce qu'on constate, ce qu'on nous dit, c'est que dans les 2 prochaines décennies, on va avoir un doublement des personnes âgées de plus de 80 ans en perte d'autonomie. Donc on va passer de 16% en 2017 à 29% en 2050. Donc évidemment, ça porte une question en termes de besoins. Et en termes de conditions d'habitat qui vont être certainement de plus en plus contraints. Ça pose aussi une question en termes de maintien à domicile. On va y arriver parce que, certes, maintien à domicile, mais qui dit maintien à domicile dit aussi besoin d'adaptation, localisation des logements, mais aussi structure d'accueil et services spécifiques. Alors, quand on parle de maintien à domicile, bien souvent, quand on interroge les personnes âgées, elles vous disent qu'elles veulent rester chez elles. Mais après, la question de rester et de vieillir chez soi, c'est toute la question du bien vieillir. Madame la Présidente en a parlé ce matin. Et puis, donc là aussi, quand on rentre un peu plus précisément, ça veut dire quoi par rapport au logement? Donc 88% des plus de 75 ans vivent à domicile. Sauf que au niveau national, on sait qu'il y a à peu près 6% des logements qui ne sont pas adaptés au vieillissement. Donc, parfois, ce choix du vieillir à domicile, ça peut être un choix qui peut devenir contraint. Et entre le domicile et une structure médicalisée, qui bien souvent est un peu vue comme un repoussoir, les alternatives restent souvent très limitées. Alors pour plusieurs raisons, on peut en citer 2 principalement. D'une part, en raison d'un coût souvent élevé, et d'autre part, en raison d'une offre en logement autonome type résidence d'autonomie qui est probablement sous-dimensionnée. Donc il y a aussi, ça pose aussi la question du manque d'anticipation et de prévention lors des premiers temps de la vieillesse. Quand on a 60 ans, 70 ans, on ne va pas forcément se projeter sur comment je vais être à 85 ans, est-ce que je vais vivre seul ou pas seul, et est-ce que je pourrai toujours vivre dans mon logement, et surtout est-ce que mon logement va être adapté. Alors, dans le cadre de nos réflexions au niveau du département, on avait mené en 2020, avec l'INSEE cette fois-ci, au niveau régional, une étude sur qu'est-ce que ça va donner, en gros, la dépendance dans les prochaines années. Cette étude, donc au-delà d'essayer de mesurer le nombre de personnes âgées dépendantes à l'horizon 2030, elle avait aussi posé la question de ce maintien à domicile et surtout des besoins adaptés en fonction de la dépendance des personnes. Et donc, cette étude avait permis de chiffrer qu'il faudrait à peu près 28 600 emplois équivalents temps plein d'ici 2030. Alors, c'est quand même ce chiffre, ça paraît assez important, mais c'est surtout, il faut le comparer par rapport à ce qu'il y a en 2015 par rapport à ces emplois. En gros, ça veut dire 3 800 emplois en équivalent temps plein de plus qu'en 2015. Sachant que la très grande majorité donc, de ces emplois supplémentaires relèveraient du domicile, du maintien à domicile, typiquement des aides à domicile. En fait, il en faudrait plus de 2000 de plus et plus de 660 infirmiers pour, là aussi, essayer de maintenir le plus longtemps possible et surtout dans les meilleures conditions possibles les personnes âgées. Donc le maintien du lien social et la lutte contre l'isolement sont, vous l'avez bien compris, au cœur des
enjeux des politiques publiques liées au grand âge et de la prévention de la perte d'autonomie. Donc, c'est associé à un enjeu d'anticipation, puisque les besoins et les attentes, non seulement elles vont augmenter, mais surtout elles vont évoluer. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, et ça je pense que vous le savez tous, hein, c'est que les seniors de demain, ça ne va pas être les seniors d'aujourd'hui. D'une part, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé rapidement, notamment, on peut citer plusieurs facteurs, la généralisation du travail des femmes, les pratiques numériques, on l'a déjà évoqué, mais aussi les modes de vie, les parcours professionnels pluriels et différenciés, les mobilités résidentielles accrues. Donc la notion du chez-soi, dépasse largement la notion juste liée au logement. Hein, c'est comment accéder à des services et puis finalement comment accéder à une vie sociale aussi ordinaire que possible. Donc toutes ces réflexions fait que depuis les années 2010, en fait, on est passé plutôt d'une logique de développement de l'immédicalisé à une logique de diversification de l'offre et des parcours résidentiels. Bon, j'en veux pour preuve un des derniers rapports qui ont été publiés, notamment le rapport en 2020 qui s'intitule « Demain, je pourrai choisir d'habiter avec vous » de Pifto et Wolfram, qui a été rédigé pour le gouvernement dans le cadre de la stratégie nationale pour le déploiement à grande échelle de l'habitat inclusif. Et ce rapport, il permet d'esquisser une troisième voie, en fait, entre le maintien à domicile classique et le placement en établissement, qui repose sur, alors là, sur cette diapo, vous avez mis plein d'exemples de ce que pourrait être un habitat inclusif ou cette troisième voie. En tout cas, il repose sur le fait d'avoir des logements peut-être ordinaires, classiques, mais surtout qui soient adaptés et qui soient avec des services. Voilà. Et ça renvoie à la question aussi de l'environnement. Alors quand je dis environnement, je ne parle pas de nature, mais de l'environnement dans lequel évoluent les personnes âgées, sur lequel vous voulez attirer notre attention, Laure, pour finir ce propos et ces projections. Oui, merci. Donc effectivement, avoir un logement adapté, des liens sociaux au sein de la résidence auquel on réside, c'est important. Enfin, Monsieur Pinto l'a bien rappelé. Mais c'est aussi pouvoir sortir de chez soi. Donc on a vu quelques chiffres là, sur la difficulté aussi à pouvoir sortir de chez soi. Parce que la question de la qualité de l'environnement, en fait, et de la construction de la ville, alors la ville au sens large, hein, c'est vrai qu'on a des photos un peu urbaines, mais ça pourrait s'appliquer peut-être aussi à des zones pavillonnaires, hein, avec des occupants assez vieillissants, où on a peu de trottoirs, des difficultés d'accès. Mais en tout cas, si on revient à la ville, et c'est l'objectif en fait un peu de ces photos, c'est d'illustrer que effectivement, lorsque la marche à pied elle devient contrainte et le seul mode de déplacement, et qu'en plus à partir de 75 ans à peu près, je laisserai Madame Bonnet après préciser, mais voilà, apparaissent les premiers signes de perte cognitive. Effectivement, les trottinettes, les vélos, l'absence de cheminements piétons isolés, l'accès aux transports en commun, les traversées de rue avec des feux rouges. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est parfois très rapide. Et pour des gens qui sont en très bonne santé et sportifs. Donc pour une personne âgée, hein, pour laquelle le rythme de marche diminue avec l'âge, assez rapidement, ça peut devenir effectivement, l'environnement urbain peut empêcher les personnes de sortir de chez elles et d'avoir accès à effectivement le cercle associatif, le cercle familial, le cercle de rencontre dont parlait Monsieur Pinto tout à l'heure. Donc effectivement, et là c'est un peu l'ADN des agences d'urbanisme et de la gamme au sens large, c'est justement de veiller dans les futurs documents de planification aux politiques publiques à prendre en compte en fait ce vieillissement, mais c'est finalement en fait des aménagements assez basique, hein, c'est de pouvoir faire une pause. Quand on sait que les personnes âgées, à partir de 75 ans, il faut au bout de 300-400 mètres faire une pause. C'est avoir accès à l'eau ou aux toilettes publiques lorsqu'on doit se rendre chez son médecin qui est peut-être un peu plus éloigné. C'est pouvoir avoir accès aux transports en commun avec des quais adaptés. Enfin, ça touche les personnes âgées, mais ça touche aussi, en fait, globalement, on l'a parlé, on l'a évoqué en introduction, et Madame Vassal en a parlé, Monsieur Perrin également, la question de l'autonomie, en fait, et du handicap au sens. Et vous avez, Laure, je crois que c'est derrière ça,
un schéma qui montre bien la complexité Voilà. de la prise en compte de cette question. Et du coup, Monsieur Perrin, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas qui montre bien l'ensemble des politiques publiques que touche une politique de lutte contre l'isolement qui va du domicile des personnes jusqu'à des stratégies d'urbanisation adaptées, quoi. Tout à fait. En fait, dans le cadre de nos travaux partenariaux donc, avec le conseil départemental, ce qu'on a cherché à faire, c'est vraiment comment en fait, l'aménagement, en tout cas les équipements des communes et les services également, peuvent contribuer justement, en tout cas, offrir des conditions favorables en fait, à ces contacts du quotidien en fait, dont parlait Monsieur Pinto tout à l'heure. Donc on a travaillé en fait sur les grands besoins en fait courants de la personne âgée pour qu'elle puisse justement continuer à sortir et vieillir. Et on sait que se sortir, faire de l'exercice, avoir des réseaux sociaux, c'est aussi vieillir en bonne santé le plus longtemps possible et en autonomie. C'est-à-dire repousser le plus longtemps possible. Donc c'est vrai qu'on a travaillé autour de ce grand besoin, c'est-à-dire se loger, donc c'est-à-dire dans un logement adapté dont on puisse sortir, se nourrir, c'est-à-dire pouvoir aller à son épicerie, à son boucher, etc. Se divertir, se rencontrer. Là, ça fait totalement écho à tout à l'heure à ES13, au club senior, aux maisons du bel âge, etc. Et aussi se déplacer, puisque effectivement, au-delà, quand on doit avoir des déplacements plus longs, il faut aussi pouvoir avoir accès à des transports adaptés. Donc en fait, on a travaillé là-dessus et on a en fait croisé ces premiers indicateurs en fait de la carte qu'on a vue au début, qui est plutôt les caractéristiques des personnes âgées par commune et leur niveau d'équipement et de service en fonction de ces grands besoins adaptés aux personnes âgées et justement et donc l'enjeu de ce graphique, l'enjeu de cette carte n'est de mettre en cause aucune commune particulière. L'enjeu de cette carte, c'est d'identifier, à partir du schéma que vous avez présenté précédemment, les territoires sur lesquels il y a un travail probablement plus important à conduire pour mieux adapter le territoire au vieillissement à l'œuvre dans les Bouches-du-Rhône. Exactement. Donc l'objectif. Je vous donne 42 secondes. 42 secondes. Juste pour finir, donc effectivement, on ne pointe pas les communes, mais c'est vrai qu'on a effectivement des disparités et en général, c'est plutôt lié, quand on regarde de plus près les indicateurs, à la question du lien social et du déplacement, en fait, de la mobilité, de pouvoir se déplacer justement pour aller vers son médecin, vers son lien social. Donc, c'est vrai qu'on peut pointer du doigt 5 secondes, mais en fait, c'est vrai qu'on est sur des communes où, anciennement, on était plutôt sur des politiques familiales, d'équipement de services à destination des familles. Et effectivement, le vieillissement de la population, aujourd'hui, pose pour les communes plutôt une stratégie d'adaptation à des enjeux plutôt de vieillissement et d'adaptation des équipements des services au vieillissement. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation. Juste, j'ai une question. Les données que vous avez présentées ce matin, elles sont accessibles pour ceux d'entre nous qui veulent... Oui, on pourra mettre en ligne, tout à fait. Vous pouvez les mettre en ligne. Super. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup pour ce travail et la qualité de ce travail. On va, dans 17 secondes, on fait une pause. Je trouve que ce qui est intéressant dans la façon dont la matinée a été construite, c'est qu'au fond, on a une approche statistique qui vient de nous être présentée, statistique, analytique. On a eu des premiers propos de politique publique, d'orientation de la journée. On a eu une première vision associative de la question de l'isolement. On aura tout à l'heure, quand on se retrouvera après la pause, une vision plus médicale. Et je pense que ce qui est intéressant dans la question qui nous réunit et dans la question que nous abordons tout au long de la journée, c'est bien la diversité des compétences, la pluridisciplinarité que touche cette question-là, si on veut pouvoir bien la prendre en compte. Il est 10h50, on se retrouve ici à quelle heure, je ne sais plus, à 11h30, grand maximum. Vous avez dans le salon Louis Philibert, comme ce matin, les acteurs partenaires qui sont présents pour présenter vos activités. N'hésitez pas à aller les rencontrer et échanger. Et on se retrouve grand maximum à 11h30 ici, autour du propos de Sylvain Bonin-Guillaume et Sylvie Bonin-Guillaume et de Manuel Pinto. À tout de suite.